Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille coach Hassan et Chahine Mohamed du collectif infrasportif de Pamandji. Bonsoir. 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 Alors vous êtes là ce soir, vous, parce que vous montez au créneau contre la situation dans votre commune à Pamandji, où les infrastructures sportives sont délaissées. On en parlera tout à l'heure avec vous dans ce journal. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Avec vous, on va parler de cet atelier assez particulier qui a été dispensé par l'association Village d'Eva à travers une professeure qui est venue de l'île de la Réunion. Vous nous en direz davantage tout à l'heure, Pierre, à la fin de ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce mardi 18 octobre. Ce matin, le temps était venu pour les membres du parti Les Républicains de partir en campagne. Ils ont en effet présenté à la presse leur projet 2017. Cet axe le compose, tandis qu'une délégation se rendra à Paris du 24 au 28 octobre prochain afin de le proposer aux différents candidats aux primaires de la droite et du centre. Plus d'informations dans votre journal. Créé dans le but de représenter les salariés des très petites entreprises, les élections des commissions paritaires régionales interprofessionnelles approchent. La CFDT tenait donc une conférence avec les militants cet après-midi, en présence de la secrétaire nationale, du secrétaire confédéral et du représentant CFDT d'Outre-mer. Le but était de préparer au mieux ces élections. Le point au cours de cette édition. L'association Le Village d'Eva, qui a pris sous son aile plus de 200 enfants tenus hors du système scolaire, met en place durant les vacances un atelier d'autoportrait sur collage. Rendu possible grâce à la venue de Géraldine Gabin, une professeure et peintre venue de La Réunion, cet atelier permet à plus d'une soixantaine d'enfants de s'essayer à un exercice artistique. Reportage. Et on commence tout de suite avec ces informations importantes, notamment concernant le collectif de Mayotte, Pierre Bellucci. Oui Amina, effectivement, plusieurs informations importantes aujourd'hui. La première concerne le collectif de Mayotte qui a mené une action ce matin devant la mairie de Bouéni dans le cadre du 25, en marge plutôt du 25e congrès de la CCDOM, l'association des communes et des collectivités d'outre-mer, qui a lieu en ce moment à Mayotte sur 4 jours et il y a actuellement les maires des Comores qui sont présents et ça le collectif de Mayotte ne l'a pas supporté. Ce matin ils sont venus, ils ne sont pas intervenus, ils se sont pas mis au milieu de la route, ils sont juste venus avec des banderoles assez significatives voilà, pour montrer leur mécontentement face à la venue et à l'accueil de ces maires venus des îles voisines. Donc voilà, c'est une nouvelle action. La raison de ce mécontentement, Pierre? La raison, c'est qu'aujourd'hui il y avait notamment le maire de Moroni et c'est les positions de la plupart de ces maires par rapport au statut de Mayotte, forcément ça pose problème et ils l'ont fait savoir. Ils vont mener des actions très prochainement, ils seront sur notre plateau jeudi soir. Ils vont mener des actions notamment ce week-end dans le Nord, ils nous en diront plus après-demain. Mais voilà, ils sont très remontés notamment parce que le week-end dernier aussi, il y a eu des incidents qui se sont produits proche de la tombe de Zelam Déré. Donc voilà, c'est un climat, encore une fois, au niveau communautaire qui est très à vif, hein, on le sait depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant. Ça continue, on sent que les tensions sont toujours là, elles ne retombent pas. Et le collectif de Mayotte, lui, est déterminé à faire entendre sa voix. Et on le sait, son cheval de bataille, c'est la lutte contre l'immigration clandestine. Et forcément, la venue de ces maires aujourd'hui a posé vraiment problème. Alors, dans le même registre, on va aller du côté du Bengali. Tout à fait, dans le même registre, j'allais dire. Effectivement, en ce qui concerne l'immigration, et là, en l'occurrence, une immigration régulière, hein, les personnes qui étaient logées au Bengali ont été recasées toutes. Nous avions eu, il y a une semaine et demie, la propriétaire du Bengali qui était sur notre plateau. Elle a expliqué justement cette opération de relogement chez des particuliers qui était en cours. Elle mène les opérations de relogement. Aujourd'hui, les derniers des casés ont été relogés. Il n'y a plus personne au Bengali. Et demain matin, nous serons sur place afin de constater effectivement l'état de la propriété. La propriétaire veut absolument montrer où est-ce qu'on en est aujourd'hui parce qu'elle a pas mal de problèmes, notamment avec l'État qui ne devrait pas financer les réparations. Et apparemment, elle s'élève à plusieurs milliers d'euros.
Situation qu'on va suivre bien sûr de très près, Pierre, et vous restez avec nous. Et ce matin, la fédération locale du Parti Les Républicains a tenu une conférence de presse afin de présenter le nouvel organigramme ainsi que le projet politique pour les élections de 2017. Une délégation doit ainsi partir à Paris du 24 au 28 octobre afin de remettre le projet aux candidats à la primaire de la droite et du centre. Au programme, 7 axes principaux, parmi lesquels la sécurité, l'éducation ou encore la lutte contre l'immigration clandestine. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Les membres du Parti Les Républicains à Mayotte s'étaient donné rendez-vous ce matin pour présenter le projet 2017. À l'issue des élections internes de janvier 2016, le parti a élu un président, 2 délégués de circonscription, 3 délégués au Conseil national, ainsi que les membres du comité départemental. Et ce matin, l'heure de partir officiellement en campagne avait sonné. Alors, l'objet de la conférence de presse de ce matin est tout d'abord de présenter le bureau de la fédération qui a été validé le 25 septembre dernier. On présentait à l'ensemble des militants, à l'ensemble des Mahorais, l'organisation de la fédération locale. Et aussi parce que nous avons fait plusieurs séminaires, plusieurs conventions qui ont eu lieu pendant pratiquement 1 mois et demi, où nous avons dedans dit ce que nous souhaitons pour l'avenir de Mayotte, pour notamment les 5 prochaines années. Donc ce projet a été validé par l'ensemble des militants, il a été présenté à l'ensemble des élus de notre famille politique. Aujourd'hui, il convient aussi de le présenter à l'ensemble des Mahorais. Au terme d'un travail mené pendant plusieurs semaines, le projet politique de la fédération a pu être entériné. Et parmi les axes mis en avant par le parti de droite, le rattrapage institutionnel et le développement économique apparaissent comme 2 priorités. Nous avons gagné un long combat qui a été mené par nos aînés, qui aboutit au statut de la départementalisation. Mais comme je le dis également, c'est le début d'une nouvelle aventure. Il y a un débat institutionnel qui doit aboutir pour permettre à nos territoires d'avoir les moyens financiers de fonctionner correctement. Aujourd'hui, nous sommes un département, alors que nous exerçons des compétences de région sans avoir les moyens. Je pense que c'est le plus important parce qu'on ne fera rien si on n'a pas les moyens. Et puis, le point numéro 2, il est très important. D'ailleurs, il faut le souligner, c'est le point numéro 1 de notre projet, le développement économique. Parce que je pense que c'est un préalable au développement économique et social. C'est de construire Mayotte, c'est de lancer des grands chantiers, c'est de permettre à des entreprises de travailler, c'est de créer de l'activité et de relancer l'économie par l'emploi. Et parce qu'on ne peut pas se dire aujourd'hui qu'au niveau de l'emploi, on soit les meilleurs. Et on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas inventer des emplois dans les collectivités publiques. On ne peut plus inventer des emplois dans l'administration de l'État à Mayotte. Aujourd'hui, c'est par le privé que nous pouvons nous développer et c'est très important. Pour développer l'économie, encore faut-il résoudre les maux qui rongent le département. Sécurité, immigration, éducation, les défis sont immenses et une délégation doit ainsi se rendre à Paris la semaine prochaine afin de présenter le projet aux différents candidats de la droite et du centre. Nous avons dans ce projet 7 axes principaux. Nous traitons de tous les sujets qui concernent le développement de Mayotte. Les chantiers structurants, l'immigration, l'éducation, le sport. Donc ça, c'est des enjeux extrêmement importants. Demain, nous souhaitons que l'ensemble des candidats qui concourent pour la primaire de la droite et du centre s'imprègnent des dossiers que nous voulons défendre pour demain, raison pour laquelle il y a une délégation qui partira du 24 au 28 octobre à Paris pour rencontrer et remettre surtout discuter avec l'ensemble des candidats qui sont aujourd'hui engagés dans la course pour la présidence de la République à travers les primaires. Nous leur remettrons le projet, nous discuterons avec eux pour déjà en amont qu'ils sachent que nous voulons ce que les Mahorais veulent pour le développement de leur territoire. Si au niveau local, la fédération semble pour l'heure unie en vue de l'élection présidentielle, chacun sait qu'au sein du parti, les soutiens aux différents candidats divergent. Et quant à savoir si ces mêmes candidats de la droite et du centre se plieront au projet local, il s'agit là d'une toute autre histoire. Et venons-en maintenant à l'actualité à la Chambre de commerce et d'industrie où les adhérents seront appelés aux urnes le 2 novembre prochain. Des élections très attendues, surtout quand on sait à quel point la mandature actuelle a été mouvementée. Succession de 3 présidents ou encore la mise sous tutelle en raison de ses problèmes financiers. Les choses n'ont pas toujours été simples au sein de l'institution. Ce matin, l'actuel président Ali Hamid était sur notre plateau. Il a annoncé sa candidature, une candidature soutenue par le MEDEF, la CGPME et la FMBTP.
Il est également revenu sur la situation au port de Longoni en pointant notamment du doigt le délégataire MCG. Je vous propose d'écouter son intervention tout de suite. Moi, j'étais de ceux qui ont soutenu à ce que la Chambre continue à gérer le port. Malheureusement, il y a eu une DSP, et cette DSP, je ne suis pas qualifié pour voir réellement ce qui s'est passé, mais apparemment, il n'y a rien de clair là-dessus. Bon, c'est fait, c'est fait. Aujourd'hui, donc, le port est géré par une société qui s'appelle MCG. OK ? Tout ce que nous attendons, nous, acteurs économiques, ou en tout cas la population de Mayotte, c'est que le port soit géré de façon intelligente et efficace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est gestionnaire, on gère et on laisse bien entendu les acteurs travailler. C'est ça ce que moi j'ai compris, c'est tout simple. Et si c'était comme ça, les choses se passeraient autrement. Seulement, quand on vous donne un port à gérer, il y a des règles. On ne vous demande pas d'outrepasser ces règles. C'est à mon humble avis. Et à noter que l'intégralité de ce temps de parole sera disponible à la fin de cette édition. Autre scrutin maintenant, les élections syndicales qui auront lieu dans quelques semaines dans les très petites entreprises. Les premières ont été organisées il y a 4 ans en France et du 28 novembre au 12 décembre prochain, l'heure du retour au vote aura sonné et cette fois, Mayotte est pleinement concernée et pourront ainsi voter tous les salariés qui travaillaient au 31 décembre 2015 au sein d'une entreprise de moins de 11 salariés et dans lesquels ne sont élus ni délégués du personnel ni comité d'entreprise. Les syndicats sont donc à pied d'œuvre pour préparer ce scrutin. À ce titre, la CFDT organisait cet après-midi une conférence sur le sujet. Les précisions avec Assoumani Darwesh, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Les élections syndicales des très petites entreprises du département approchent. À cette occasion, les différents syndicats partent en campagne. Du côté de la CFDT Mayotte, une conférence a d'ailleurs été organisée cet après-midi en présence de la secrétaire nationale du syndicat. L'élection, elle se déroule, donc c'est au niveau national, partout en France, entre le 28 novembre et le 12 décembre, soit par vote électronique, soit dans des urnes. Et à ce sujet, il y a une réunion de demain à la préfecture pour déterminer les modalités de vote à Mayotte. Et voter pour la CFDT, ça va être voter pour une organisation qui va permettre de travailler justement sur la transposition du Code du travail, renforcer les droits des chômeurs. On a beaucoup travaillé sur la déclinaison de l'assurance chômage à Mayotte et on poursuivra pour pouvoir garantir des droits pour les chômeurs à Mayotte. Des élections primordiales mais qui demandent une véritable préparation. En effet, ce scrutin aura lieu pour la première fois à Mayotte. Ce vote est un peu particulier car les salariés choisissent une organisation syndicale représentative ou un syndicat affilié à une organisation syndicale représentative et non des candidats personnes physiques. L'enjeu est néanmoins de taille, puisque les salariés concernés vont désigner les organisations syndicales qui négocieront pour leurs conditions de travail au niveau de leur convention collective. Nous voyons cette délégation de la CFDT composée de 3 personnes, une secrétaire nationale, un secrétaire confédéral et le représentant de la CFDT à l'outre-mer qui est en visite pour 24 heures dans notre île pour nous parler des modalités du déroulement de ces élections. Et pourquoi ces élections? C'est pour que nous puissions élire des représentants qui vont siéger dans les instances qui vont pouvoir permettre aux salariés de toutes petites entreprises à pouvoir obtenir des gens qui puissent défendre leurs problèmes. Les résultats de ces élections seront additionnés aux résultats des autres élections professionnelles et détermineront l'audience des organisations syndicales, permettant d'évaluer leur représentativité dans les branches et au niveau national et interprofessionnel. L'élection permettra également de désigner des conseillers prud'hommes ou encore de désigner les salariés TPE qui siégeront dans les commissions paritaires, des instances qui devraient être créées l'année prochaine. En fonction des résultats qui seront obtenus, on mettra en place les instances, ce qu'on appelle les CPRI. Et à partir de là, les places qui seront attribuées à chaque organisation syndicale dépendront des résultats qu'ils auront obtenus lors de ces élections. Mais nous aurons d'ici mi-juillet
2017 pour la mise en place de cette instance. Lorsque l'on sait qu'à Mayotte, 90% des entreprises sont des TPE, chacun peut se rendre compte de l'importance de ces élections à venir. Rendez-vous donc le 22 décembre prochain pour la proclamation des résultats officiels. Et ce matin, nous recevions celui que l'on surnomme Docteur Léo, un homme dont la vie a basculé suite à un accident qui l'a rendu paraplégique. Aujourd'hui paralysé en fauteuil roulant, il se lance dans le projet fou de faire le tour de l'île en 9 jours. Un tour de l'île militant qui doit permettre de faire avancer les choses à la cause des personnes en situation de handicap à Mayotte. Tabou, manque de prise en charge, dénigrement ou encore exclusion. Ce projet a pour vocation de faire évoluer les mentalités. On écoute les propos de cet homme de courage lors de la matinale de Kwezi. Déjà, moi, j'ai jamais vraiment eu l'occasion de faire le tour de Mayotte. Déjà en tant que valide et encore maintenant, c'est comme j'ai dit, c'est devenu trop encombrant pour les autres. Donc, ouais, pour moi, j'ai toujours eu envie de faire le tour de cette île, quoi. Mais j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Et maintenant, en fait, vu que je suis handicapé sur un fauteuil roulant, je vois un peu les problèmes qu'il y a ici. Il y a énormément de problèmes par rapport aux personnes handicapées. Tout à fait. Et donc, en fait, je compte vraiment éduquer la population et les sensibiliser par rapport à ça. Pendant ce trajet-là, tout ce voyage-là, en fait. Vraiment essayer de dire aux gens que quand on est handicapé, on n'est pas malade, on a un handicap, quoi. J'aurais besoin vraiment de plus de monde possible derrière ce projet pour que je puisse le mener à bien. Un projet censé manifester contre le manque d'infrastructures pour les personnes en situation de handicap et toujours en matière d'infrastructures qui manquent. On va se tourner maintenant vers le collectif infrasportif de Pamandzi avec Chaïm Mohamed et le coach Hassan. Donc on l'a vu, vous aujourd'hui vous êtes là pour monter au créneau contre une situation que vous trouvez déplorable dans votre commune. En effet, parce que cela dure depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, vers les années 2004-2005, en fait, les terrains, ils étaient praticables, basket, foot, tennis. Maintenant, seul le terrain de tennis reste praticable parce que, bon, après, il y a une organisation. Il y avait une association qui existait, qui gérait, en fait, les infrastructures à l'échelle départementale. Notamment à Pamandzi, Cavani et Chiconi, mais cette association, on n'a plus de suite. Donc on est livré à nous-mêmes depuis plus d'une dizaine d'années, nous jeunes en fait, et on a monté ce collectif bien sûr pour s'assurer que les générations futures pourront avoir des infrastructures dignes de ce nom afin de développer leurs capacités sportives. Alors vous avez monté ce collectif, mais vous n'avez pas eu d'interlocuteurs avant cela, avant de monter au créneau. Est-ce que vous avez été entendu par notamment les élus de votre commune, par exemple? Normalement, pour l'instant, on n'a pas demandé à parler avec eux. On essaie d'organiser de nos côtés ce qu'on peut. Et puis, je pense d'ici là, s'ils veulent vraiment avoir des contacts avec nous, eux-mêmes pourront venir. Parce que nous, pour l'instant, on ne va pas encore en contact avec eux. Alors il y a une pétition qui circule actuellement et donc justement pour rallier le maximum de personnes à votre cause. Est-ce que cette pétition concerne uniquement Pamandzi ou alors elle va s'étendre à d'autres communes de l'île par exemple? La pétition je l'ai lancée dimanche, mais quand je l'ai lancée, j'ai pensé pour un nouveau Pamandzi. Pourquoi? Parce que si j'essaie de lancer une collectif au niveau de l'île, je ne pense pas que ça va atteindre beaucoup de gens. Pourquoi? Parce qu'ils veulent d'abord que des actions soient faites pour voir si Pamandzi a réussi à avoir des infrastructures dans la suite. Pourquoi pas nous? Et peut-être ça peut inciter d'autres collectifs à se créer dans les communes. Alors on parle du sport comme élément formateur, élément justement pour la jeunesse de Mayotte. Aujourd'hui, vous vous sentez lésé complètement? Complètement, parce qu'il faut savoir qu'à ces mêmes années que j'ai citées, Pamandzi était au premier plan à tous les niveaux sportifs. Football avec le PSC, Pamandzi Sporting Club, au basket avec au basket avec le Jeu d'Afrique, qui a remporté à plusieurs reprises les championnats de Mayotte, mais aussi qui est parti en France. Donc on est relégué carrément au dernier rang, aux dernières places. Il n'y a plus rien, on ne connaît personne de Pamandzi maintenant qui excelle dans quelque sport que ce soit. Et c'est vous parlez de rêves sportifs brisés, carrément, qu'on peut.
Très brisé, moi je parle très brisé. Pourquoi? Parce que à mon époque, on avait un beau stade, on pouvait jouer. Quand tu voyais une équipe senior jouer, dans ta tête, tu te disais tu veux être comme lui. Et aujourd'hui, en regardant le stade, tu vois les gens jouer avec la poussière, même les petits là. Je pense pas que dans leur tête, ils se disent je vais être comme lui. Je pense pas du tout. Et ces gros problématiques, de toute façon, restreignent carrément les pratiques, parce que par exemple, le gymnase, avant qu'il soit là, il y avait 4 panneaux de basket, par exemple. Aujourd'hui, à la JP, il n'y en a que 2, et donc ça réduit complètement les pratiques pour les gamins. Aussi pour le foot, lors des pratiques, il y en a beaucoup qui sont devenus asthmatiques à cause de la poussière, qui est énorme. Et il n'y a pas de règlement, parce qu'on ne peut même pas tracer, on ne peut pas mettre les limites pour les matchs. Donc non, c'est à tous les niveaux en fait, réglementaire, autoritaire, etc., organisationnel. Donc non, c'est vraiment l'objectif, c'est de faire appel à tout le monde. Et c'est pas seulement limité donc à l'échelle territoriale, mais si il y a des personnes au niveau international, en Angleterre ou ailleurs. Justement, oui, si rien n'est fait dans les temps qui viennent, quelle sera la prochaine étape pour vous? Une opération, en principe, d'aller déjà voir, informer les autorités de notre existence, et bien sûr de les informer des actions suivantes, notamment on a quand même toutes les équipes qui sont derrière nous, donc des jeunes filles tout comme des jeunes garçons qui cherchent seulement à avoir une pratique. Et il faut savoir aussi que le cadre sportif tend à réduire quand même la délinquance à Mayotte. Merci beaucoup à vous pour votre intervention, coach Hassan et Chaïm Mohamed du collectif infrasportif de Pamandzi. Merci bien à vous de nous avoir reçus. Et autres sujets qui font l'actualité de ce mardi 18 octobre, la couveuse d'entreprise qui risque de déposer le bilan, ou encore le président du conseil départemental qui défend son 4e vice-président, Issa Abdou Issa. Davantage de précisions dans l'actualité en bref. En décembre 2015, un appel à projet a été lancé par le conseil départemental et l'ARS afin de créer un service polyvalent d'aide et de soins à domicile. 4 projets avaient été retenus et un jury avait opté pour Fikira Djema, mais l'ARS était alors retiré du projet en claquant la porte. Issa Abdou Issa, le 4e vice-président en charge des affaires sociales, a depuis été accusé d'avoir défendu cette association culturelle, se portant sur un secteur médico-social et établi sur son canton. La semaine passée, la conseillère de la majorité, Armani Abdoul-Wassillon, a ainsi demandé à ce que le 4e vice-président soit suspendu de toutes les commissions auxquelles il appartient, le temps que la justice fasse la lumière sur cette affaire. Depuis, le président Swabadine Ibrahim Ramadani s'est fendu d'un communiqué de soutien en faveur d'Issa Abdou Issa, rappelant la confiance qu'il lui porte et appelant sa collègue à faire preuve de plus de solidarité. Le dossier semble pour l'heure clos, mais les dissonances au sein de la majorité ont de quoi inquiéter pour la suite du mandat. Si l'information venait à se confirmer, cela représenterait une bien mauvaise nouvelle pour Mayotte. En effet, la couveuse entreprise Oudjerebou est proche de déposer le bilan. Les finances de la structure sont au plus bas et ne lui permettent plus d'assumer ne serait-ce que ses dépenses courantes. Le devenir des entrepreneurs et porteurs de projets en cours d'accompagnement est compromis. La cessation des activités est imminente, alors même que depuis 2010, ce sont plus de 110 personnes qui ont été accompagnées et formées à la gestion d'entreprise, avec un taux de pérennité à 3 ans de 75% pour les entreprises créées. Seulement face au manque d'aide financière et de conventionnement pluriannuel de la part des partenaires que sont la DIECT, le conseil départemental ou encore les mairies, la mort de la structure pourrait intervenir dès le mois de janvier prochain. Affligeant. Les élections à la Chambre des métiers et de l'artisanat se sont déroulées vendredi dernier sans qu'aucun suspense n'entoure le scrutin. En effet, seule une liste sur 4 avait été validée par la préfecture, celle menée par Soumaïla Salim, plus connue sous le surnom de Raïs. Frédéric Vaux a été obligé de rejeter les 3 autres en raison d'une non-conformité avec la réglementation en vigueur. Cette dernière impose notamment 35 candidats par liste, une femme par groupe de 3, ou encore être né après le 1er janvier 1951, car l'âge limite est plafonné à 65 ans. Autant de règles qui n'ont pas été respectées et qui ont conduit à un scrutin déjà joué d'avance. Reste maintenant à attendre la prochaine Assemblée générale en novembre prochain, au cours de laquelle seront désignés la présidence et les membres du bureau. Même si selon toute vraisemblance, Soumaïla Salim devrait devenir le nouveau patron de la CMA.
Et enfin, plus de 5000, c'est le nombre d'enfants qui ne seraient pas scolarisés sur l'île Lagon. Une estimation faite par le village d'Eva et qui fait froid dans le dos. Ainsi, avec les moyens dont elle dispose, l'association essaie tout de même de faire évoluer les choses. Elle suit actuellement environ 200 enfants tenus hors du système scolaire en leur procurant les connaissances de base telles le français, les mathématiques, l'histoire géo ou encore l'instruction civique. Les élèves se voient également dispenser des cours moins institutionnels comme ceux auxquels ils ont pu assister durant ces vacances scolaires. Une soixantaine d'enfants de l'association, dont l'âge varie entre 6 et 16 ans, ont ainsi pu avoir accès à un cours d'art plastique avec une professeure venue tout droit de La Réunion pour l'occasion. Plein phare sur un atelier ludique et utile dans ce reportage signé Adèle Laurent. C'est très ludique pour les enfants, il y a tout un contact avec la matière. Je prépare de planches de bois, on fait des collages. J'aime inclure les collages de journaux parce que ça ancre vraiment les enfants dans la réalité socio-économique de là où ils vivent. Donc des collages de plein de papiers, dont des journaux. Et puis par-dessus, ils peignent leur autoportrait avec des ombres et les lumières. Et puis après, à la fin, ils mettent en couleur. Géraldine Gabin est professeure de français à La Réunion, mais elle est également peintre et carnettiste. Elle est venue spécialement sur l'île aux parfums pendant les vacances scolaires pour animer un projet d'autoportrait sur collage avec les enfants non scolarisés suivi par l'association Le Village d'Eva. Elle nous explique son choix artistique. C'est un projet travaillé sur l'autoportrait qui favorise vraiment l'estime de soi, la créativité. Je trouvais que travailler sur l'autoportrait, ça avait vraiment du sens avec les enfants du village d'Eva parce que en se représentant, ils montrent qu'ils existent. Et l'objectif, c'était de faire une exposition où la mosaïque de portraits d'enfants montrerait à tous les gens qui la verraient que ces enfants-là sont là, au sein des écoles, et qu'ils ont beaucoup de compétences, des qualités dans l'expression, et qu'ils existent, tout simplement. Mais ce n'est pas le seul but de cette exposition, comme nous l'explique Aurélie Ariba. Ces portraits vont être exposés dans les écoles pour montrer aux enfants scolarisés la chance qu'ils peuvent avoir d'être scolarisés, d'être à l'école, et que d'autres enfants non scolarisés peuvent produire de belles choses, mais malheureusement, ils ne sont pas dans les murs d'un établissement comme eux. Motivation et bonne humeur, ce matin, une excellente ambiance régnait dans les locaux de l'école élémentaire de Mgombani. Et les élèves nous ont fait part de leur enthousiasme. Il y a beaucoup de monde qui viennent ici, on dessine, on participe tous. J'aime bien dessiner parce que ça me fait plaisir de dessiner, parce que j'aime bien faire mon visage. Ranya senama machuda goni amanarjiviwa rejena tele jangalie amarfanya nchongo nzuri maana kufanya madese hunu jivero yangu mama dese mazuri swafi. Des élèves motivés et fiers de leur travail, et ils le peuvent. Mais cette motivation ne concerne pas que les cours d'art plastique. Sommet après tant que bureau mfanye nchongo nzuri oh. Javanira que je dessine mana shturazfanya shtunzuri après rijiviwa shturazfanya après village d'Eva il est bon mana risahar tali vanir zinglishe koli ripare reseme l'école normale réparer l'école normale après der se mawoshtu des mathématiques devoirs français mathématiques anglais charabu pia. En effet, l'association, qui suit plus de 200 enfants non scolarisés, a pour objectif premier de les réintégrer à l'école de la République. 5000 enfants à Mayotte seraient exclus de ce système éducatif classique. L'État n'assume donc pas ses fonctions régaliennes, mais étant donné la situation à Mayotte, le peut-il vraiment ? On vient de le voir, Pierre, 200 enfants suivis par le village d'Eva sur une estimation de 5000 qui seraient hors du système scolaire. Ça fait quand même une marge d'enfants qui ne sont pas pris en charge. Une marge considérable. Alors les chiffres, c'est vrai que c'est difficile de les avoir vraiment, mais effectivement c'est considérable sur un territoire français.
c'est considérable. Maintenant, effectivement, c'est comme ça que le sujet a été terminé. C'est terrible parce que ces enfants sont vraiment les premières victimes de toute cette situation, parce que eux, ils sont là, ils sont intelligents, ils ont tout à apprendre, et sûrement ils feraient de très grandes choses, comme là lorsqu'ils dessinent ou d'autres choses, mais malheureusement ils n'ont pas l'occasion parce que la situation est telle que c'est très compliqué. Ils ne peuvent pas être accueillis. Les classes sont déjà surchargées à plus de 30 élèves par classe, dans des conditions souvent où voilà, les écoles ne sont pas aux normes de sécurité, d'hygiène. Donc voilà, il faudrait des moyens considérables pour pouvoir scolariser tous ces enfants. Aujourd'hui, l'État ne les met pas. Est-ce qu'il les mettra? Est-ce qu'il a les moyens de les mettre, la volonté de les mettre? Ça, c'est une question qui se pose. Maintenant, c'est vrai que c'est une situation qui est terrible. Le village d'Eva essaye de pallier les manques. Maintenant, effectivement, ils ne peuvent pas prendre en charge 5000 enfants. C'est impossible. C'est considérable. Et donc voilà, c'est cette situation qui est terrible, qui est vécue au quotidien à Mayotte et qui se répercute dans tous les domaines. Hein. C'est vrai que voilà, ces enfants, ce sont vraiment le symbole parce que c'est terrible. Eux n'ont rien demandé et ils sont ici justement pour apprendre. Hein. Beaucoup de personnes qui viennent ici, c'est pour leurs enfants justement. Mais aujourd'hui, on voit les limites parce que la France n'est même pas capable d'offrir à ses enfants une école, et ça en dit long sur la situation et sur la problématique de l'immigration à Mayotte. Merci beaucoup Pierre pour cette intervention, et c'est ici que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur WAM5 à retrouver également en replay sur notre site l'infocoesi.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Demain matin dès 6h, retrouvez la matinale avec à 7h un invité de temps de parole, Norbert Martinez. Sera suivi après lui à 8h Miki Dash qui sera en plateau. Excellente soirée à vous sur KTV et à demain.